J'ai longtemps pensé qu'en effet, il y avait, mais ça c'était ma période souverainiste pure et dure, dont je suis revenu, rassurez-vous, dans les années 90, euh, beaucoup plus que d'autres souverainistes de l'époque, comme aujourd'hui encore Nicolas Dupont-Aignan ou comment s'appelle-t-il Philippot. Je pense qu'en effet, on pouvait parier qu'il y avait un bien commun à tous les partis politiques, qui est la souveraineté nationale. C'était presque une évidence. Pourquoi parler politique? Pourquoi s'agiter si le pays n'a plus d'eau sous la coque? C'est-à-dire s'il n'a plus de souveraineté, s'il n'y a plus d'enjeu politique. Et ça a échoué, je dois dire, lamentablement, à cause, je crois, de la gauche. Les derniers rejetons de la souveraineté à gauche, la souveraineté nationale à gauche, c'était Max Gallo, Jean-Pierre Chevènement. On peut dire qu'ils ont échoué aussi sur le sable. Et l'expérience Régis Debray aussi, je peux que ce soit beaucoup plus, si j'étais méchant, je dirais confus, à force de précaution chez Régis Debray, mais l'expérience que j'ai faite en 2002, en effet, en soutenant Jean-Pierre Chevènement, ça c'est un fait, m'a prouvé qu'il n'y avait plus vraiment de souverainistes à gauche, et quand on oppose, pour se substituer au débat droite-gauche, ce que fait Marine Le Pen, par exemple, les nationaux aux mondialistes, on retrouve un peu, et je pense que nous allons voir pourquoi, là je voudrais m'expliquer sur les raisons pour lesquelles c'est tout à fait la même chose. La droite a quantité de cercles de pensée nationale. Je ne dis pas que la droite telle qu'elle se présente aujourd'hui est nationale, mais parce qu'elle est présentée aussi comme étant une droite alors qu'elle ne l'est pas, c'est une évidence, alors que la gauche n'a plus beaucoup. Alors on prétend en trouver chez Mélenchon, moi je n'en vois aucun, surgeon de souverainisme à gauche, il n'y en a pas. Donc au fond, on retombe toujours, c'est mon avis, sur la dichotomie droite-gauche qui est évolutive, qui se métamorphose de siècle en siècle. Je dis de siècle en siècle parce que je crois que c'est une très très vieille opposition. J'espère qu'on y reviendra. Je crois qu'il y a une conception du monde qui peut être dite classique, conception du monde, de la nature humaine, du temps, de l'histoire, cyclique ou linéaire, progressiste ou paysanne, je dirais, qui sont le propre, enfin, qui distinguent une fois pour toutes l'homme de gauche et l'homme de droite. Alors, on a dit que De Gaulle avait réfuté l'opposition droite-gauche. Je me méfie un peu de ceux qui réfutent l'opposition droite-gauche. J'avais taquiné Alain pour le coup, parce que je crois que c'est son cas maintenant. Mais ça n'a pas toujours été ton cas, mon cher ami, et qui devient assez commune. J'ai entendu au Parlement européen Juncker dire un jour il n'y a plus de droite, il n'y a plus de gauche, il y a ceux qui sont pour l'Europe et ceux qui ne le sont pas. Bon, c'est complètement idiot, mais au fond Macron reprend la même chose, ni droite ni gauche. Attali, Bernard-Henri Lévy chantent tous la chanson du ni droite ni gauche. Marine Le Pen chante, hélas, hélas, 3 fois hélas. Je crois que c'est pour ça qu'elle a échoué d'ailleurs. La chanson du ni droite ni gauche. Ça arrive à Alain Benoît et on s'abrite souvent sous le chapeau du général. Le général était totalement un homme de droite, mais simplement il savait qu'on ne gouverne pas la France à droite, de même qu'on ne gouverne pas la France à gauche, on gouverne la France en fonction, selon les circonstances, de ses intérêts et de ce qu'un certain pragmatisme impose. Voilà tout. Mais par ailleurs, la dichotomie demeure et je ne veux pas être trop long, mais j'y reviendrai. Je crois qu'elle va chercher ses sources très loin. Je la vois même dans un certain dialogue entre Héraclite et Parménide. C'était pré-platonicien, c'est pas d'aujourd'hui. Et je crois qu'elle perdure à travers les siècles. Et je crois que nous aurions grand tort d'en faire l'économie sous prétexte que la droite, médiatiquement présentée comme la droite, n'est pas la droite. Et qu'on est tous tombés à pieds joints parce qu'on est tous passés par cette école assez délétère qui est Sciences Po, où l'on répète comme un évangile la vieille litanie de, comment s'appelait-il, ce vieux schnock, oui, pardon, René Raymond, sur les 3 droites. Alors, il y a l'orléaniste, la bonapartiste et la légitimiste. Mais c'est tellement idiot, la droite orléaniste et la droite bonapartiste sont des centrismes, ce ne sont pas des droites. La seule droite, c'est la légitimiste.
qu'on appelle aujourd'hui conservatrices ou néoconservatrices ou monarchistes. Bref, les deux autres droites sont des centrismes qui, que ce soit sous Chirac, Raffarin, Juppé et autres personnages, ont été une composante ou une variante libérale de la gauche, qui elle-même, pour avoir lu ce livre contre le libéralisme, ce que je suis en train d'achever, qui est elle-même et qui fut elle-même le terreau du libéralisme. Et nous ne sommes pas des libéraux, justement. Et je crois que si on retrouve les racines conservatrices, qui ont quand même cette lettre de noblesse en France, hein, et les racines peut-être pré-révolutionnaires, après tout, disons les choses telles qu'elles sont, et qui se lisent assez dans le débat entre classique et moderne qui a marqué les dernières années du XVIIe siècle, et qui sont peut-être en train, enfin qui se sont soldés par la victoire des modernes, et je pense que les modernes sont en train d'échouer, et que les classiques, aussi cornérisés que nous fussions ces dernières décennies, et peut-être même pendant 3 siècles, sont en train de prendre leur revanche. Et dans cette lecture-là, j'assume pleinement l'idée que nous pouvons continuer à réfléchir, avec évidemment beaucoup de précautions, comme toute réflexion un peu théorique, à partir de ce clivage droite-gauche qui n'est pas le cas d'Alain. Voilà, je te passe la parole. Alors, l'histoire droite-gauche. Pour toute ma vie, j'ai entendu discuter sur la droite et la gauche. Qu'est-ce que c'est que la droite? Qu'est-ce que c'est que la gauche? J'ai toujours été frappé de voir que les gens donnaient des définitions qui n'avaient rien à voir les unes avec les autres pour nous cantonner à la droite. J'ai entendu des dizaines de définitions totalement contradictoires de la droite, chacun étant bien entendu convaincu que celle qu'il donnait correspondait à la vraie droite et que les autres étaient des fausses droites, et ainsi de suite. Bon, il est très clair qu'avec ce genre de démarche, on ne va pas très loin, et je dois dire que je suis un peu allergique aux étiquettes. Mais avant de passer à autre chose, restons-y quand même un instant. Je viens de dire que je suis allergique aux étiquettes, je suis aussi allergique à l'abstrait et à la singularité abstraite, tout ce qui est de l'ordre du mono par rapport au poly. Hein. Je ne crois pas à la science, je crois qu'il y a des sciences, je ne crois pas à la technique, je crois qu'il y a des techniques, et de même, je ne crois pas qu'il y a l'homme en soi, ça existe, je pense qu'il y a des hommes, des peuples, des cultures, et ainsi de suite. Alors, en ce qui concerne la droite, je ne crois pas non plus à la droite ou à la gauche. Ça me paraît tout à fait évident qu'à toute époque, avec en plus des variations supplémentaires selon les pays, à toute époque, il n'y a jamais eu une droite, mais des droites. On le voit encore aujourd'hui, je crois que Paul-Marie en sera d'accord, et l'historien des idées que je suis ou que j'essaye d'être sait bien que, historiquement, certaines de ces droites ont été plus proches de certaines gauches que des autres droites. Le mécanisme inverse étant également vrai. Deuxième point, l'union des droites. L'alliance des droites, puisque c'est la question qui vous travaille plus spécialement, je m'empresse de dire d'abord, je trouve ça très sympathique. Je trouve ça très sympathique et j'admire sans réserve ceux qui œuvrent à l'alliance ou à l'union des droites. Le problème, c'est que je n'y crois pas beaucoup. D'abord, comme je ne suis malheureusement plus un jeune perdreau de l'année, je me souviens que ça fait à peu près plus d'un demi-siècle que j'entends parler de l'union des droites. C'est un marronnier, comme on dit dans le journalisme, c'est-à-dire un vieux serpent de mer qui ressurgit avec toujours une base tout à fait, je dirais, de bon sens. Divisé, on perd. Réunis, on gagne. Finalement, c'est à ça que ça se ramène, parce que si on fait la somme de toutes les droites, eh bien, alors on va faire un grand paquet cadeau, on s'apercevra que ça représente la majorité, et à ce moment-là, on arrive au pouvoir. Le raisonnement, en théorie, il n'y a rien à dire. Le problème, c'est que ça marche jamais. Alors, pourquoi ça marche pas? Alors, il y a bien entendu les rivalités de personnes, ça c'est classique, les rivalités d'appareils. Tout le monde veut l'union des droites, mais à condition d'être le patron de cette union.
Alors, les gens disent non, 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 pas du tout. J'entendais encore Dupont-Aignan hier tenir le même discours. Je crée l'occasion d'un grand rassemblement au moment même où tout le monde l'accuse de diviser, etc. Donc, là aussi, ça nous mène un petit peu dans une impasse. Mais je crois que la raison fondamentale, c'est quand même cette pluralité des droites qui, au-delà d'un mot qu'elles consentent à enfiler comme un uniforme, ont en réalité des approches, des conceptions du monde, de l'homme, de la vie, qui, sur le fond, sont très souvent, à mon avis, inconciliables. Paul Marty se moquait du brave vieux René Raymond avec ses trois droites qui n'en étaient pas, selon lui. C'est pas une si mauvaise typologie. René Raymond ne disait pas, voilà, il y a trois droites. Il dit, on a vu s'exprimer trois familles qui ont toutes les trois été considérées de droite, ce qui n'est pas exactement la même chose. Je suis d'accord avec Paul Marty que la droite légitimiste, représentative un peu de l'héritage de l'Ancien Régime, est une sorte de droite chimiquement pure. D'accord. Bon. La droite orléaniste, c'est-à-dire la droite libérale, pour moi, est une fausse droite totale, précisément en raison de son adhésion au libéralisme. C'est le sujet de mon livre. Je ne serai plus lancé sur le bonapartisme, qui, à mon avis, représente une tentative de surmonter précisément l'opposition gauche-droite, et c'est la raison pour laquelle je serais tenté de mettre le gaullisme dans cette filière-là, mais on peut en discuter. Là n'est pas vraiment l'essentiel. Pour dire les choses autrement, si quelqu'un vient me voir en me disant je suis de droite, bon, je me doute bien qu'il n'est pas membre du Parti communiste, mais est-ce qu'il est chrétien ou pas chrétien? Est-ce qu'il est pro-européen ou anti-européen? Est-ce qu'il est pro-américain ou anti-américain? Est-ce qu'il est pour le libéralisme ou contre, pour les services publics, pour le privé, etc. Sur toute une série de questions, le simple fait de se dire de droite ne me donne aucune information. Je serais donc obligé d'avoir autre chose. Enfin, dernier point à propos de droite et gauche, je crois que l'une des raisons pour lesquelles on se retrouve si souvent dans l'impasse, c'est qu'on mêle toujours trois niveaux complètement différents. Le niveau politique, le niveau psychologique et le niveau, je dirais, presque anthropologique. Je ne suis pas du tout en désaccord avec ce que disait Paul Marty quand il disait finalement on peut remonter à Héraclite et Parménide, pourquoi pas à Corneille et Racine, à la querelle des anciens et des modernes, pour retrouver ce type de constante. Mais bien sûr qu'il y a des tempéraments qui définissent des grandes personnalités. Il est certain qu'il y a des gens qui, de tempérament, sont plus conservateurs, d'autres qui sont plus réformistes, voire révolutionnaires. Ça, ce sont des grands clivages anthropologiques. Et ces clivages-là, ils sont assez permanents, j'en suis entièrement d'accord avec Paul Marty. Mais la question que je pose, c'est pourquoi voulez-vous absolument reconduire ces clivages à ce couple de mots maudits que sont droite et gauche? C'est la même chose sur le plan psychologique. Moi, j'admets très bien qu'il y a, pour faire bref, une psychologie de l'homme de droite ou une psychologie de l'homme de gauche, au sens où on va repérer des attitudes, des réflexes, des façons de raisonner, des façons de considérer les rapports humains ou entre les sexes. Bon. Mais droite et gauche, c'est autre chose. Droite chose, c'est vraiment le vocabulaire politique. Alors là, on arrive dans l'actualité. Et je dirais que dans l'actualité, oui, il y a aujourd'hui un effacement du clivage droite-gauche. Tout le monde en convient. Paul Marty le remarquait, mais c'est pas parce que tout le monde en convient que c'est la tarte à la crème, c'est parce que c'est de plus en plus évident pour un tas de gens, et je dirais que si on prend l'actualité la plus récente, avec les Gilets jaunes, on a vraiment avec les Gilets jaunes un exemple d'obsolescence du clivage droite-gauche. Ça ne veut pas dire du tout qu'il n'y a plus de clivage. Au contraire,
Moi, quand je dis le clivage droite-gauche n'a plus beaucoup de sens, c'est parce que d'autres clivages arrivent. Tu citais tout à l'heure les gens de la Commission européenne qui disent « Ah ben voilà, d'un côté, il y a les gens qui sont pour l'Union européenne, ceux qui sont contre. » Oui, c'est un clivage. Quand Macron dit il y a d'un côté la lèpre nationaliste et de l'autre les vaillants progressistes, c'est un clivage réel. Hein. Mais c'est pas le même. Là, ce qui, moi, m'a beaucoup frappé, qui a été un peu un élément déterminant de ma réflexion, c'est la dernière élection présidentielle. J'ai été très frappé de quelque chose qui a parfois été remarqué, mais pas assez, à mon avis. C'est que pour la première fois que le chef de l'État est élu au suffrage universel dans notre pays, pour la première fois, on a vu les deux finalistes, c'est-à-dire Marine Le Pen et Emmanuel Macron, qui l'un et l'autre déclaraient se situer au-delà du clivage droite-gauche. Ça, on ne l'avait jamais vu. Jusque-là, c'était très simple, il y avait la droite qui succédait à la gauche, qui succédait à la droite, et ainsi de suite. Là, ça a changé. Et la meilleure preuve d'ailleurs, c'est que Macron a composé immédiatement un gouvernement composé de gens venus de la droite, au sens traditionnel, et de gens venus de la gauche. Je dirais plus précisément qu'il a réuni en un bloc central les libéraux de droite et les libéraux de gauche. Fait intéressant, le même phénomène est en train de se reproduire un peu partout en Europe. Qu'est-ce qui caractérise la grande transformation du paysage politique aujourd'hui en Europe? C'est la montée de partis atypiques, qu'on appelle, faute de mieux, souvent populistes, il faudrait aller voir ce qu'il y a derrière, mais bon, c'est le terme consacré, avec des leaders qui sont eux-mêmes souvent très atypiques. Et cette montée s'exerce au détriment de toute la vieille classe politique de droite et de gauche. On voit partout un rythme qui varie, bien sûr, s'effondrer, se désagréger, les vieux partis de gouvernement, ce qu'on appelait les partis de gouvernement, qui s'étaient succédés à la tête de l'État avec une belle régularité depuis un demi-siècle. Il faut se représenter ça sous la forme d'un schéma géométrique horizontal. Vous avez une ligne horizontale. À un bout, il y a la droite, à l'autre bout, il y a la gauche. Et il y a un curseur entre les deux qui se promène au fil des élections et qui fait que l'opinion dominante passe à droite, passe à gauche, ainsi de suite. Avec les partis populistes, avec les gilets jaunes, avec ces phénomènes nouveaux que l'on voit aujourd'hui, c'est plus du tout un axe horizontal, c'est un axe vertical qui est en train de se mettre en place. Pour prendre une formule facile, mais qui dit bien ce qu'elle dit, c'est le peuple contre les élites, le bas contre le haut. Là aussi, vous voyez les gilets jaunes, phénomène que tout laissait prévoir, mais que personne n'a prévu, et qui est vraiment une sorte de concentré de ce phénomène, dans la mesure surtout où c'est un phénomène auto-organisé, spontané, qui n'a pas voulu se manifester au travers des partis et des syndicats, même lorsqu'il y avait des points de contact, on y reviendra éventuellement. Voilà ce que je voulais dire avant de repasser la parole à Paul-Marie, et puis surtout d'engager un dialogue avec vous sur cette fameuse histoire gauche-droite. C'est vrai, l'alliance des droites, j'y crois pas beaucoup. Cela dit, moi, si je suis démenti par l'actualité, ça me fera pas pleurer, hein, pas du tout. Mais j'essaye d'expliquer pourquoi, en tant qu'intellectuel essayant de se tenir un peu à distance de tout ça, je suis sceptique. Et puis, je voulais quand même vraiment attirer votre attention sur le moment historique dans lequel nous sommes, parce que je crois que c'est un véritable moment historique. Hein. C'est la fin du grand cycle de la modernité, c'est la fin de l'après-guerre, à ceci près que le mur de Berlin commence seulement à tomber dans toutes les têtes. Voilà. Bon, alors là, c'est vrai, nous ne sommes pas d'accord, là, pour le coup. Merci de ta révérence pour l'Alliance des droites. En effet, je m'y suis un peu consacré depuis plus de 20 ans. On n'en parle pas depuis 50 ans. On en parle en réalité depuis qu'a pris Le Pen. Oui, alors non, alors évidemment,
Oui, des roulettes, le poujadisme aussi, hein, c'était ni droite ni gauche, c'était la marche sur Rome, bon, d'accord. Mais enfin, l'union des droites, on en parle dans les années, on a commencé à en parler dans les années 90 et aux alentours des années 2000 pour déjouer le piège de François Mitterrand, qui a réussi à casser la droite en deux, diviser pour régner, ça a assuré l'hégémonie de la gauche. Et tu peux dire ni droite ni gauche, ou la gauche n'existe plus. En tous les cas, on en a pris plein la figure avec le modernisme et le progressisme et le libéralisme, qui a même contaminé une large partie de ce qui passe pour la droite, précisément à cause de ce piège, ce montage de Mitterrand qui a tout à fait réussi en cassant la droite. Il l'a cassé au sens électoral et parlementaire, il l'a cassé au sens idéologique aussi. Elle a été pulvérisée. Et si je me suis attaché à faire autant que j'ai pu en allant, et je continue encore ces jours-ci d'ailleurs, entre les uns et les autres, ce qui n'est pas simple et qui est harassant et décourageant parce qu'en effet ça ne marche pas facilement, c'est sûr, c'est aussi dans l'intention de reprendre le pouvoir, comme disait Boutan. C'est qu'il faut reprendre un pouvoir d'État qui existe encore et qui nous a échappé depuis le général de Gaulle avec la prolongation plus ou moins discutable de Pompidou. Elle nous a échappé assez vite dans les dernières années du dernier siècle et depuis 20 ans. Or, il faut justement fonder cette idée de redonner une unité perdue, elle l'a jamais dû à proprement parler, mais enfin une capacité de rassemblement à la droite, comme l'a eu De Gaulle. Toutes les élections, y compris celle de 65, celle de 67, celle de 68, De Gaulle était du côté de la droite. Bon. Et il faut dire aussi que les institutions de la Ve République, telles que De Gaulle les a voulues, nous obligent à déterminer deux camps, puisqu'il y a tout simplement, lors de l'élection cardinale, qui est l'élection présidentielle, deux seuls candidats. Bon, qui sont toujours réputés de droite ou de gauche. Donc on est un peu enfermé, pour des raisons institutionnelles et électorales, dans l'obligation de constituer deux blocs qui seront toujours dits de droite et de gauche. Mais approfondissons, s'il y a une nécessité, à mon avis, de recoudre les morceaux de la droite, mais je dirais de la vraie droite, de la droite chimiquement pure, comme tu dis, qui tourne autour du conservatisme et peut-être d'une conception de la tradition, du temps, de l'histoire, de l'homme, de la nature humaine qui précède la Révolution française. Il faut tout simplement, et c'est ça tout mon travail, trouver des paradigmes communs. Ou un paradigme commun, ou deux ou trois, comme la gauche en a trouvé, la modernité, le progrès social. La gauche a réussi à se rassembler autour de quelques paradigmes, de points de communion, comme dit Régis Debray, qui ont réuni tout le monde, même dans leur diversité. Et c'est là où je crois qu'on peut faire un travail intellectuel. Enfin, je m'y attache et je pense que je ne suis pas seul. D'ailleurs, je vois que ça pullule heureusement depuis quelques années. C'est là où je reviens aux anciens, aux Grecs, ça ne te déplaira pas, Alain. Deux conceptions du monde qui sont quand même très antinomiques. Je reviens sur mon vieux débat que j'aime tant entre Parménide et Platon. Et pas Platon, justement, Platon et Socrate sont des successeurs de Parménide et Héraclite. Vous savez, c'est cette fameuse conversation qui est tellement éloquente, à mon avis, entre Héraclite qui dit « tout change toujours, on ne se baigne jamais dans la même eau ». Le monde est une succession de métamorphoses, et encore même pas de métamorphose. Le mot métamorphose a un autre sens. C'est la même chose qui prend différentes formes de modification de l'univers, de mouvement de l'univers entier. Ce qui n'est pas tout à fait faux, mais Parménide répond, oui, mais d'accord, on ne se baigne pas toujours dans la même eau, mais c'est toujours le même fleuve. Alors il y aura toujours ceux qui regarderont la constance, la permanence du fleuve, et qui fait tradition. Permanence d'ailleurs qui s'accommode d'une conception cyclique du temps, parce que évidemment il y a des mouvements, mais il y a des mouvements avec une certaine conscience de ce qui revient toujours, comme disait le général de Gaulle, puisque tout recommence toujours, etc. etc. Ça, c'est une conception qui, je crois, était assez prégnante chez les anciens, chez les Grecs, et Héraclite finalement a pris une énorme revanche avec le progressisme
Quand est-il né? Je dois à la lecture d'Alain de Benoît d'avoir compris, et ça c'est une sacrée pierre dans notre jardin, que le christianisme est certainement au moins autant du côté d'Héraclite et peut-être même plus que de Parménide. Lui a lancé l'idée d'un perfectionnement de la société. Et c'est allé d'ailleurs jusqu'à des millénarismes dont la racine est chrétienne, justement. Et on peut tenir, je ne suis pas le seul à le faire, on peut tenir une bonne partie de la gauche comme une suite, une variante des millénarismes des premiers siècles chrétiens. Mais il reste toujours cette conception. Et je crois qu'elle peut réunir bien des mouvements de droite et peut-être même reconstituer un bloc idéologique, historique, comme dit l'autre, de droite. L'idée qu'il n'y a pas de nature humaine unique, il n'y a rien d'unique en effet, il y a une vaste diversité, ça c'est ce que pensaient les classiques, c'est comme ça qu'ils se sont fait rétamer d'ailleurs, parce qu'ils étaient beaucoup plus incertains c'était beaucoup moins facile de faire passer, il faut des pièces à la Corneille, ou des études psychologiques comme la Bruyère, les caractères, ce qui revient toujours, alors que l'idée progressiste, elle s'impose assez facilement, elle est affriolante, elle plaît aux esprits, demain sera toujours meilleur qu'hier, c'est le fameux discours de Perrault à l'Académie française qui déclenche la guerre des modernes qu'ils finissent par gagner. Oublions un peu les anciens, au fond ils connaissaient beaucoup de mots et nous, grâce au progrès, grâce aux inventions, grâce à la raison, nous allons inventer un avenir sans cesse meilleur. Ça a donné, c'est la matrice d'ailleurs de la gauche, ça a donné aussi bien le socialisme que le communisme, les lendemains qui chantent et une certaine conception du progrès qui aujourd'hui à mon avis s'effondre, parce que le propre des progressistes d'aujourd'hui en réalité, me semble-t-il, c'est qu'ils donnent l'impression que le progrès étant une nécessité irrémédiable, on n'a plus grand-chose à faire. Tout est donné de soi. Et c'est ça qui se casse la figure, et c'est là où on peut revenir, à mon avis, à la charge sur l'idée que si le monde ancien est totalement pulvérisé ou totalement mauvais, c'est ce qu'a certainement dans la tête Macron, à mon avis. C'est tout ce qui est vieux, tout ce qui est ancien, tout ce qui est passé doit être oublié, transformé. Ça se voit même dans sa haine des vieux, d'ailleurs, enfin, de tout ce qui est vieux, de toutes les traditions, du monde rural, etc. Il y a là, dans cette espèce de manière exacerbée de croire en un avenir sans cesse meilleur, donc à la nécessité de détruire le monde ancien, une façon pour nous de rebondir, parce que le monde ancien, justement, c'est ce que dit Parménide, c'est toujours le même fleuve. On revient toujours à la charge. Il faut toujours 9 mois pour faire des enfants. Ils sont toujours les mêmes. Il y a des permanences dans la nature humaine. Même si on croit aussi que le paysan sait que bien que tout revienne toujours, il faut laisser les champs plusieurs années en jachère, puis préparer les sols. J'ai appris ça en vivant à la campagne, d'ailleurs. Je suis devenu assez réactionnaire en vivant à la campagne, enfin, au sens de la réaction contre le progressisme automatique. Et il faut attendre que les graines germent, etc. C'est d'ailleurs, soit dit entre parenthèses, à propos du débat des derniers jours, la grande force de la Chine, qui a tout à fait compris par rapport à nous qu'il ne suffit pas de s'asseoir dans un fauteuil en disant de toute façon plus tard ça ira mieux, ouvrons les portes et les fenêtres et on travaillera plus tard. On se réveille 25 ans plus tard, là, la Chine a tout semé dans les années 90, recueille les fruits maintenant et depuis hier ou avant-hier, nos autorités européennes et nationales annoncent qu'on va se gendarmer contre l'influence chinoise au moment où elle a tout conquis et où elle a constitué de tels fonds souverains qu'elle peut acheter avec cette vieille conception paysanne d'ailleurs, rurale du monde, et certainement beaucoup plus cyclique que progressiste à l'occidental, elle peut s'acheter n'importe quelle entreprise, ce qu'aucune entreprise française ou aucun État français peut faire en Chine. Hélas. Donc, je crois que le libéralisme qui est de gauche, enfin dans sa tradition, Alain le montre assez bien, et ce modernisme qui va de pair, ce progressisme, est en train, comme je le disais, de s'essouffler parce qu'il s'est radicalisé, il s'est beaucoup radicalisé, et il sombre dans une espèce d'oubli des pesanteurs,
de l'essence, de la permanence des choses. Il oublie même de la vérité. Il y a un très bon article, un très bon livre publié récemment sur le statut de la vérité par Madame Revaud-Dallon. Je ne sais pas si tu as vu ce livre, il est vraiment, à mon avis, exceptionnel. Le statut même de la vérité dans un milieu libéral et progressiste, puisque tout change toujours, même la vérité change toujours. Là, on a quand même besoin aussi mal famé soit-il, d'une cure d'essentialisme platonicien pour revenir pour détruire cette espèce d'existentialisme universel, sur laquelle tout change toujours, je répète toujours la même chose, et c'est à mon avis un excès par rapport à des fixités, et le retour à des fixités, le retour à ce paradigme-là de la continuité, de la conservation, de l'héritage, de la tradition, je crois que ça peut être opérant et intellectuellement et dans la traduction politique de cette dichotomie, c'est-à-dire dans l'appellation d'une droite. Alors, encore faut-il qu'elle travaille. Et on est bien placé, tu es bien placé, tu as été le premier à dire, pour savoir qu'elle ne travaille pas, qu'elle ne cherche pas des paradigmes rassembleurs ou pas. C'est d'ailleurs ce qui a été ta première démarche dans les années 70, c'est comme ça que je t'ai connu à l'époque des idéaux en droit, du vu de droite et de la nouvelle droite. Je crois qu'il faudrait, Alain, que tu reprennes ce pèlerinage, mais je sais que tu l'as abandonné par dégoût d'une droite qui était trop infidèle et qui était qui était publiée pour droite et qui était trop aveugle et sourde à ce que nous pouvions dire, ce que tu pouvais dire et ce que pouvaient dire les intellectuels. Mais ne jetons pas le manche après la cognée, il y a un travail intellectuel à faire, il y a des paradigmes très anciens et philosophiques à retrouver qui peuvent refonder une alliance, une connivence, une unité minimale de la droite française. Je crois que c'est ça ou le chaos pour moi. Alors, bon, d'abord, je vais te faire un aveu, je suis un très mauvais pèlerin, donc je ne me vois pas pèleriner dans la direction que tu indiquais. Mais surtout, quand tu insistes sur les constantes, tu as raison. Bien sûr que c'est motivant, bien sûr qu'il faut les sauvegarder. Ça peut être aussi la sclérose, et tu le sais bien. Je veux dire, moi je ne suis pas du tout friand de toutes ces dichotomies, de toutes ces oppositions que je trouve finalement assez factices. Je suis peut-être très hégélien de ce côté-là, mais je t'avoue que je ne vois aucune contradiction, puisque tu as cité cet exemple, entre Héraclite et Parménide, entre l'eau qui change et le fleuve qui ne change pas, bien qu'en fait il change aussi un petit peu. Ça dépend où on met l'accent. Oui, bien sûr, mais il faut être conscient qu'il faut les deux. Si rien ne change, on est dans la sclérose, et c'est à ce moment-là qu'on sert la soupe à ceux qui veulent tout révolutionner. Et si on veut tout changer, on est dans le déni du déjà là, hein, que tu reprochais à juste titre à Macron. Si on s'enferme dans le passé comme une sorte de consolation ou dans un refuge en disant « Ah, c'était mieux avant », même si c'est vrai d'ailleurs, bon, ça ne débouche sur pas grand-chose, parce que au mieux, on regarde l'histoire dans le rétroviseur. Si on se détourne du passé en se disant « le passé n'a rien à nous dire », on fait une autre erreur parallèle. Tout ça, dans une société, il faut qu'il y ait des choses qui changent, il faut qu'il y ait des choses qui ne changent pas. La clé de l'harmonie des sociétés, c'est un certain équilibre entre ces tendances, et non pas à dire on a été trop dans ce sens-là, alors moi je vais aller dans l'autre sens, et puis comme ça on va passer d'un excès à l'autre. Ça ne fonctionne pas. Hein. Le libéralisme, tu disais, il vient de la gauche, c'est vrai, historiquement il vient de la gauche, mais il a quand même infecté extraordinairement la droite, hein, on le voit bien. Hein. Oui, la droite orléaniste, mais c'est elle qui est devenue hégémonique, ne l'oublions pas. Tu parles du progrès. La gauche a défendu le progrès. Mais attends, c'est vrai, mais qui a commencé par défendre le progrès? Sinon, les libéraux, avec la philosophie des Lumières. Il n'y a pas de plus belle apologie du progrès de chez Condorcet, par exemple. Hein. Par conséquent, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? Qui défend le progrès aujourd'hui?
c'est le CAC 40, les super riches, c'est les scientistes qui nous promettent la GPA et toutes ces perspectives mirobolantes que sont les calembredaines transhumanistes. C'est pas foncièrement la gauche, hein. Au contraire, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? C'est se développer une critique du progressisme qui vient de la gauche, qui remonte à George Orwell, qui remonte à Georges Sorel, qui remonte à Christopher Lasch, qui se prolonge aujourd'hui avec Jean-Claude Michéa ou Serge Latouche. Les idées, c'est pas comme des papillons, on n'est pas dans des boîtes avec une épingle, ça n'arrête pas de bouger. Or, si on ne voit pas ça, si on raisonne simplement sur des abstractions, et c'est un petit peu ce que tu fais là, alors même que tu veux te réclamer d'une concrétude tout à fait enracinée, on ne voit pas ce qui change justement. Hein. Or, le monde dans lequel nous sommes change complètement. Si on essaie de l'analyser avec des outils conceptuels du passé, on ne verra absolument pas et on sera dans le vide. Hein. Regarde quelqu'un comme M. Bellamy, tête de liste des Républicains. Je dis tout de suite que M. Bellamy est certainement un homme très sympathique. Personnellement, je ne le connais pas. Enfin, voilà un monsieur qui est tête de liste d'un parti qui se présente comme un parti d'opposition à Macron et qui déclare d'emblée, ou pas d'emblée, mais enfin qui a déclaré qu'il se sentait plus proche quand même de Macron que de Marine Le Pen et plus proche de Juncker que de Viktor Orban. On dit, alors là, c'est vraiment un traditionnaliste conservateur. Enfin, je dis, ils sont formidables, hein, les traditionnalistes conservateurs de ce calibre. Donc, chacun a son équation personnelle et tout ça n'est pas simple du tout. Tu dis, De Gaulle, il a toujours été à droite, même si il gouvernait de façon plus globale. Excuse-moi, qui est-ce qui l'a foutu dehors? Sinon la droite bourgeoise, celle qui n'admettait pas la réforme du Sénat, et quand De Gaulle a développé cette politique d'indépendance nationale que tu as soutenue à juste titre, hein, le Québec libre, la sortie de l'OTAN, qui le critiquait, sinon les gens de droite, beaucoup plus encore que les gens de gauche, hein, qui lui reprochait ses relations tendues avec Washington, le discours de Phnom Penh et toutes ces choses-là. Bon, plus le passif de la guerre d'Algérie, ne revenons pas sur tout ça. Tout ça n'est pas du tout si simple. Voilà. Bon. Tu as la partie belle si tu assimiles la droite avec la droite affairiste. Alors évidemment, elle est affairiste, elle est libérale, elle est... Ben alors à ce moment-là, le mot droite doit être révisité. Et justement, c'est ce que je dis, il faut le revisiter pour retrouver de véritables paradigmes. Et je crois qu'on aura gagné la partie lorsque... Non, juste un petit mot parce que c'est très intéressant. Quand on te dit la droite est devenue libérale, affairiste, etc., tu dis, ah oui, ça, c'est pas la vraie droite. Bon, d'accord. Bonapartiste, non plus, c'est pas la vraie droite. Il y a au fond qu'une vraie droite. Mais alors, j'ai cru comprendre que tu étais pour l'alliance des droites. Alors, tu vas allier cette vraie droite avec qui, sinon avec des fausses droites? Là, il y a quelque chose que je ne comprends pas du tout dans ton système. Je vais t'expliquer. Je crois que les trois quarts du travail sera fait lorsque la droite, les droites auront accepté de concevoir et de dire ce qu'elles sentent confusément, je crois, toutes. C'est que le progrès doit être en lui-même mis en accusation. À partir du moment où on arrivera, et ça vient petit à petit, qu'on fait les livres de Taguieff et de Lasch, justement, à contester l'idée même du progrès, ce qui est très difficile, personne n'ose le faire parmi les politiciens, mais où on concevra ce que les peuples commencent à saisir ici ou là, aux États-Unis, les peuples occidentaux en tous les cas, au moins les peuples occidentaux, et peut-être aussi bien d'autres, que le progrès est autant aujourd'hui une menace qu'une promesse. Si on peut reconstituer un mouvement intellectuel qui
qui part de la contestation du progrès comme un paradigme indépassable, en y substituant la tradition, la nature. Alors, j'ai bien vu ta critique excellente d'ailleurs d'Hayek, il n'y a pas de nature qui soit naturelle. Toute nature a besoin d'une intervention de l'homme, évidemment. Ce n'est pas si simple. Mais elle est quand même un paradigme. Et elle est un paradigme qui n'est pas un paradigme qui se confond avec celui du progrès. Si on arrive à mettre en accusation le progrès, je crois qu'on sera délivré de beaucoup d'équivoques, dans lesquels tu as tout à fait raison, les droites, ou bien des droites, ont sauté à pieds joints, ça c'est un fait. Mais il y a ce travail intellectuel et ce passage à la contestation du progressisme et même du progrès qui devrait être assez libérateur. Enfin, c'est là-dessus que je mise en tous les cas. Je pense en tout cas que si alliance des droites il doit y avoir, sauf si ce sont des alliances de circonstances, sur un point précis, dans un contexte précis, pour une élection, etc. Mais si on veut arriver à quelque chose de plus structurel et de plus contenant le germe d'une continuité plus grande, la droite ne s'épargnera pas un aggiornamento idéologique et théorique, et elle ne s'épargnera pas la confrontation des conservateurs et des libéraux, ce qui rejoint un peu ce que tu disais. Je préfère prendre le terme des libéraux plutôt que le progrès, parce que le progrès, ça bouge trop en ce moment. Hein, puis on sait plutôt bien ce que ça veut dire. Je suis convaincu qu'on va aller vers un certain éclaircissement. Si on regarde en arrière, au début et au milieu du XIXe siècle, les conservateurs de l'époque ont comme ennemis principaux les libéraux. À partir des trois quarts du XIXe siècle, l'apparition progressive du socialisme, puis du communisme, va déporter au centre, puis à droite, cette idéologie libérale. Entre les deux guerres, le système soviétique, évidemment, va coaguler conservateurs et libéraux, puisque les uns et les autres sont hostiles à ce système soviétique. Mais le système soviétique, il s'est désintégré. Le libéralisme a cru que sous sa forme capitaliste la plus déchaînée, il allait pouvoir étendre la loi du profit à des dimensions planétaires et qu'il n'avait plus de compétiteurs. Moyennant quoi, les démocraties libérales sont toutes en crise, et le capitalisme, outre les crises financières qui s'annoncent et qui risquent d'être dévastatrices, court le danger d'une dévalorisation générale de la valeur. À partir de là, cet éclaircissement, je crois qu'il faudra qu'il soit fait entre les conservateurs et les libéraux. Sinon, vous repartirez exactement sur le même équivoque, et je crois que sur ce point, on est parfaitement d'accord.